Donc dans cette vidéo, on va parler de sélectivité en chimie organique. Alors, on va déjà distinguer deux types de réactifs. Les réactifs chimiosélectifs, dans une première partie, puis les réactifs non chimiosélectifs, dans une deuxième partie. Et dans une troisième partie, on va voir comment protéger une fonction d'une attaque non désirable. Alors, on commence par le réactif chimiosélectif. Donc ça, c'est une définition que tu dois connaître. Le réactif, il est chimiosélectif s'il ne réagit qu'avec un seul groupe fonctionnel, préférentiellement. Donc je vais te donner un exemple à travers cette réaction chimique. Alors avant de se lancer dans l'explication de la réaction chimique, on va commencer par étudier les deux réactifs. Alors le réactif dont on va comprendre qu'il est chimiosélectif, il est A. Donc comment il est constitué? Il est constitué ici d'un carbone au centre, au milieu de deux oxygènes. Et en fait, dû à la différence d'électronégativité entre le carbone et les deux oxygènes voisins, les électrons de la liaison vont être plutôt attirés vers les oxygènes. Et du coup, le carbone se retrouve noté delta+, c'est-à-dire qu'il est légèrement en déficit d'électrons. Alors maintenant, je m'occupe de l'autre molécule organique ici. Là, on repère l'azote et l'oxygène qui ont tous les deux des doublés non liants. Et eux, ils sont des sites delta-, ils ont un léger excès d'électrons. Alors, il y a deux possibilités a priori en termes de réactivité. On peut éventuellement avoir une attaque du doublé non liant ici du OH sur le site carboné, ou alors on peut avoir une attaque du doublé non liant ici, de l'azote, sur le site carboné, a priori. Sauf que, si on mélange ces deux réactifs, on constate que les produits qu'on obtient sont uniquement ces deux-là. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire à partir de ça? Ce qu'on peut en déduire, c'est que si tu regardes ce qui s'est passé, ici tu retrouves l'azote, donc qui est là, et c'est l'azote en fait qui s'est combiné à cette partie-là de la molécule. Donc ce que tu constates, c'est qu'en fait c'est l'action numéro 2 qui a eu lieu. C'est l'azote qui est venu se lier au site carboné et non pas l'oxygène. L'oxygène, lui, pour le coup, il est resté ici, il s'est lié avec aucune partie de cette molécule-là. Donc, bilan, ce réactif-là n'a réagi qu'avec cette fonction-là et pas avec celle-ci. Conclusion, l'anhydride éthanoïque est un réactif chimiosélectif. Alors après cette petite molécule dont je ne t'ai pas parlé, c'est juste le bout restant. Tu constates que cette molécule s'associe avec une partie de celle-ci, une partie de l'anhydride éthanoïque. Il reste un petit bout, et ce petit bout, on le retrouve là. Alors, grand 2, un réactif non chimiosélectif. Le réactif non chimiosélectif, lui, c'est un peu l'inverse. Il réagit avec plusieurs fonctions de la molécule polyfonctionnelle. Donc ici, je te propose un autre exemple. Donc là, voici une molécule qui contient deux fonctions caractéristiques, une que j'ai notée ici 1 et l'autre ici que j'ai notée 2. Sur ce réactif-là, on fait agir l'hydrure d'aluminium, LiAlH4. Donc c'est un réducteur puissant. Et ce qu'on constate, quand on le fait agir, c'est que le résultat qu'on obtient, c'est cette molécule-là, et tu constates deux différences situées vis-à-vis de ce groupe-là, double liaison O, qui est devenu simple liaison OH, et ce groupe-là, qui est devenu lui aussi un groupe différent. Conclusion, ce réactif a agi sur deux groupes caractéristiques. Donc c'est un réactif non chimiosélectif, il n'a pas visé plus particulièrement une fonction qu'une autre. Alors ça peut poser un problème. Imagine maintenant que cette molécule-là, tu veuilles effectivement la réduire, mais tu ne veuilles pas réduire la partie cétone, c'est-à-dire la fonction que j'ai notée numéro 1. Comment faire dans ce cas-là? C'est ce qu'on va voir dans le grand 3, protection, déprotection d'une fonction. Donc justement, c'est une stratégie utile pour protéger une fonction contre un réactif non chimiosélectif. Donc on repart de l'exemple que je viens de te donner, et l'objectif, ça va être dans un premier temps, faire une première réaction qui, dans un premier temps, protège cette fonction cétone, la fonction numéro 1. Donc ici, on utilise un réactif intermédiaire qui, une fois qu'il agit sur cette molécule, va donner cette molécule. Et là, tu vois qu'effectivement, le groupe cétone s'est transformé. En quelque sorte, on l'a verrouillé. Pourquoi on l'a verrouillé? Pourquoi je peux dire qu'on l'a verrouillé? Parce que cette fonction-là, elle ne va pas subir la réduction. Donc c'est bien que grâce à cette étape-là, on a protégé le groupe double liaison O, le groupe cétone. Donc on parle de protection. Ensuite, la deuxième étape, cette fois-ci, on peut faire agir l'hydrure d'aluminium, donc on va réduire notre intermédiaire ici. Puisque cette partie-là ne peut pas être réduite, il n'y a que celle du bas, donc que la fonction numéro 2 qui va subir la réduction. On va donc obtenir notre fameux groupe hydroxyde qu'on avait déjà vu là-bas. Donc la réduction a eu lieu. Et puis dernière étape, on fait de la déprotection, c'est-à-dire qu'on va faire un retour en arrière vis-à-vis de cette fonction. Cette fonction-là
grâce à une hydrolyse en milieu acide, tu vois que cette fonction-là redevient un groupe cétone. Donc finalement, grâce à la déprotection, on retrouve notre fonction numéro 1 d'origine. Donc si je fais le bilan, grâce à cette protection-déprotection, on a effectivement, à partir d'un réactif non chimiosélectif, on a réussi à n'attaquer que le groupe numéro 2. Donc c'était notre objectif.